Alors, bonjour mesdames et messieurs, alors je refais cette vidéo suite à une problématique de téléchargement du live en date d'hier du 5 octobre. Donc c'est une revue d'actualité. On parlera du Québec, du Maroc et de la Palestine. Alors au Québec, on va commencer par le local. Encore un accident qui a coûté la vie à un enfant impliquant un camionneur. Euh, Ce n'est pas la première fois. Alors bien entendu, au-delà de l'aspect, on va voir ce que l'enquête va déterminer. Alors, on sait qu'il y a un manque de formation, que certains ont eu des permis, qui ont fraudé pour avoir leur permis, surtout ceux qui viennent d'autres pays. Mais au-delà de ça, il y a un problème un peu plus structurel et un problème un peu plus local sur le plan d'aménagement du territoire. Et ça, c'est à cause tout simplement parce qu'on est géré par des idiots ou c'est un peu la problématique aussi la démocratie représentative, dans le fond, où on a 5 ans pour pouvoir se faire réélire. L'aménagement du territoire, c'est quoi la problématique? Ces camions-là sont là pour délivrer de la marchandise. On a un manque d'utilisation de la marchandise, transporter la marchandise de façon ferroviaire. Et on a déplacé les usines et les centres de distribution à l'extérieur de la ville. Pour des raisons d'argent, bien entendu, immobilier, ils vendent des terrains à plusieurs millions de dollars, c'est plus intéressant. Et bien entendu, il y a aussi des pressions des villes pour mettre dehors les usines puis les centres de distribution pour des raisons idéologiques parfois. Je ne sais pas si on va parler de pollution, quoique si on pollue la ville, ben, si on s'en déplace ailleurs, ben, on va déplacer la pollution ailleurs. Donc il y a un manque de vision assez claire, criant qui coûte la vie qui coûte la vie à des enfants, puis à des êtres humains, mais aussi qui cause aussi un immense trafic. Pour ceux qui connaissent les gens de Montréal, ils savent que si on veut se rendre à Montréal, les camions, il y en a de partout sur l'autoroute. La même chose sur Toronto, principalement toutes les grandes villes. Je ne sais pas les autres villes, mais on voit que c'est une grosse problématique. Les camions ont une grosse problématique. Et ça, c'est dû à un manque au niveau de la politique de l'aménagement du territoire. Là, il y a d'autres choses, je viens d'en parler, mais je pense que c'est un élément dont on n'en parle absolument pas. Et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, ça c'est le premier point. Bien entendu, je ne peux pas ne pas parler de l'article il y a peut-être de 2 semaines qui va rajouter une couche sur les 600 millions de dollars dépensés pour mettre une ligne indépendante pour le bus sur P9. Puis on se rend compte qu'au final, il n'y a pas un gain de temps. Alors, il faudrait savoir pourquoi ça a été fait en premier lieu. C'était peut-être pas ça le but. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on le sait tous, comme je le dis, c'est fait de façon idéologique. On veut détruire l'auto, on veut détruire la liberté individuelle. Puis j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est ça. Donc c'est encore du gaspillage de temps pour les pauvres qui prennent le bus, tout simplement. Il y a plein de gains dans leur durée de vie en prenant les bus. Donc ça, c'est tout simplement idéologique. Puis pourquoi je dis ça, c'est que on aurait pu opter, si on parlait d'écologie, j'imagine que les personnes qui sont pour l'écologie, toute personne qui aime la nature, bah, ils seraient un peu pour la voiture électrique. On aurait tout simplement pour opter pour la voiture électrique, puis permettre aux gens, si c'est le même trajet, puis pas emmerder le reste de la population, puis avoir 600 millions de dollars, on aurait pu faire quelque chose comme ça, ou appuyer la voiture électrique sur ce quartier-là, on mettre ces 600 millions-là pour encourager un peu plus la voiture électrique, mais non. C'est pas ça le but. Le but, c'est un peu idéologique, puis c'est ça. Puis j'aimerais qu'un jour, on commence à voir le transport en commun selon le prisme du temps qu'on passe dedans, parce que c'est une chose dont on est certain, c'est qu'on a une durée de vie limitée, nous les humains, euh, puis, puis on passe beaucoup de temps, parce qu'il y a des personnes qui ont décidé ainsi. Euh, voilà, donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, je vais revenir rapidement. J'ai eu des sondages, bien entendu, comme quoi les Québécois sont pour l'immigration de travail, blablabla, blablabla. C'est triste qu'on ait
c'est triste. C'est vraiment triste quand on manipule les gens à ce point-là, puis qu'on leur ment. Moi, comme je l'ai dit, en tant que migrant, l'immigration ne s'arrêtera jamais. Mais si on veut faire un Québec ou un Canada fort pour le futur, c'est l'automatisation. Il faut automatiser. Euh, et puis sur le plan humain, il faut arrêter de ramener des esclaves, parce que c'est des esclaves au final avec des fermis, souvent des permis fermés, ils peuvent pas autre chose, leur salaire, bon là il y a eu des améliorations au niveau des salaires, mais c'est de l'esclavage, c'est ce que ne veulent pas faire les gens ici, ben, on leur donne à d'autres personnes, c'est complètement inhumain, tout simplement. Puis la seule personne qui en profite, ben, c'est ceux qui payent pas beaucoup ces gens-là pour se mettre dans la poche ou au lieu d'investir dans l'automatisation, tout simplement. Sinon, sur le plan international, bah, je reviendrai sur ce qui se passe au Maroc, puis la vidéo qu'il y a eu, il y a eu un live qu'avait fait Idriss Saberkan avec, je me rappelle plus de son prénom, Ismaili, puis elle a dit qu'elle avait de la famille au Maroc, puis qu'elle se sentait gênée, ou je sais, en gros, c'est ces phrases-là, mais qu'elle n'était pas spécialiste, puis qu'elle s'excusait. Bref, elle a raconté beaucoup de n'importe quoi, puis c'est pas méchant ce que je dis, mais en gros, ça serait une révolution qui viendrait de l'étranger, c'est des services de l'étranger, parce que ça serait peut-être Israël, parce que le Maroc est maintenant contre Israël, je dis n'importe quoi, ou le Maroc investit de port, donc il fait la même chose que le commerce caravanier. Ben oui, c'est du commerce, c'est pas très, je vais pas être méchant, mais c'est pas très intelligent là. Qu'est-ce qui se dit, le commerce caravanier, c'est sur le territoire, les ports, c'est sur la mer. Le commerce caravanier, comme ça, de tête, il passe par des villes avant pratiquement plus comme si Jules Massa qui ont aux frontières d'Algérie, de Marrakech, de Fès, certains temps par Meknès, si on parle vraiment du Maroc, mais rien à voir avec le commerce caravanier. Voilà, vraiment, pour parler du commerce, peut-être des comptoirs, peut-être portugais, espagnol, petit parallèle, mais là, tout appartient aux Émiratis, quasiment. Donc vraiment un peu d'une excuse, mais du n'importe quoi. Sur le Maroc, en fait, comme vous le savez, moi je vais me faire des probabilités. Donc on peut en faire trois, je pense que trois. La première, c'est une bisbille ou une guerre entre services de renseignement internes. C'est possible parce que la DGST, la DGSE marocaine se tire dans les pattes depuis un certain nombre d'années. C'est possible, c'est très très possible. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que ce soit tout simplement spontané. Il y a eu plusieurs morts, je pense trois femmes mortes plus leur bébé. Euh, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas de ministre qui s'est déplacé dès que la première femme est décédée. Voilà, la vie humaine pour le Merzen coûte zéro. Donc il y a un mépris qui est là. Donc je pense qu'il y a de la mauvaise gestion aussi. Puis les jeunes sont connectés. Voilà, dans la vidéo de Berkane, je pense qu'ils avaient parlé de 50 000, je peux me tromper là, mais que ça a vite, très vite augmenté. 40 000, 50 000, c'est pas beaucoup. Le Maroc est à 40 millions de population de 40 millions, donc 40 000, je trouve ça pas beaucoup pour une jeunesse très connectée. Euh, je trouve pas ça beaucoup. Donc je pense pas personnellement qu'il y ait des services de renseignement derrière, qu'il y ait des services de renseignement qui puissent prendre cette vague-là, définitivement. Troisième scénario, des services de renseignement. Alors on a parlé des Français, encore des Américains, je veux dire c'est quand même c'est un peu du tiré par les cheveux, même si j'en ai pas. Moi, je dirais, si on avait un, on a parlé aussi des Algériens, bien entendu. Bon. Euh, S'il y avait des services de renseignement, ça serait les Espagnols. Je ne connais pas les services de renseignement espagnols. Par contre, ils sont implantés au Maroc. Par contre, ils se méfient du Maroc parce que le Maroc est un État belliqueux. C'est l'un des rares pays avec Israël dans la Constitution, on ne définit pas les frontières, qui revendique le Sahara occidental, qui revendique des parties de la Mauritanie, du Mali, voilà, c'est complètement fou, là, de l'Espagne. Bon, bref, là, ils sont pas fâchés avec la France, mais peut-être qu'un jour, ils vont peut-être réclamer Narbonne. Non, non, ils se font des têtes, ils pensent que le Maroc existait à cette époque-là. Bref, si, ça pourrait être les Espagnols. Si y avait des services d'enseignement, ça pourrait être les Espagnols. Voilà. Comment ça va évoluer? Je ne vais pas dire j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que j'en ai un peu aucune idée. Donc, moi, si on fait des scénarios, le scénario 1, c'est qu'il n'y a rien qui va se passer. Dans le fond, on va tout simplement, on va laisser aller, puis on va cibler les têtes, les leaders, puis on va les mettre en prison, puis c'est comme ça que ça se tasse, c'est comme ça que ça se calme. Je pense que c'est ce qui va se passer.
Euh, Maintenant, avant, il n'y a plus de soupapes. Il y a un élément important, c'est qu'avant, il y a des soupapes. Il y avait toujours des partis d'opposition un peu radicales au Parlement, qui avaient un ou deux sièges. Hassan II les laissait comme ça toujours. Il y avait la gauche, il y avait aussi le PJD. Euh, mais avec Mohamed VI, il les a tous grillés. Parfois, il les a tous grillés de différentes façons. Par exemple, le PJD, il a fait les islamistes auxquels il les a obligés à reconnaître Israël. Donc, ils se sont grillés. Et donc maintenant, il n'y a plus aucun parti politique radical, on va dire, d'opposition qui est dans le système. Je ne parle pas de Adala ou Ihsan. Oui, de Sheikh Yassine, c'est des radicaux, c'est des islamistes. Qui ne sont pas, certains disent anti-monarchistes, pas anti-monarchistes, bref. Ils ne sont pas dans le Parlement, ils ne sont pas dans le système. Il n'y a plus de soupape. Ça peut être un peu dangereux, parce que dans le fond, s'il vient le gouvernement, bah, c'est ses potes, c'est ses amis, c'est son premier cercle, ou son deuxième cercle. Pas son premier, mais c'est son deuxième cercle. Euh, donc, euh, donc ça pourrait être problématique. Deuxième chose très intéressante, les gens ont manifesté pour dire on veut pas de la Coupe du Monde, pas de la Coupe d'Afrique. Ça peut-être un début à quelque chose, peut-être qu'il y aura d'autres pays auxquels il y aura des manifestations pour dire on veut pas de Coupe du Monde, on veut rien, on veut rien, on veut des soins de santé. Euh, Dernier élément, revue d'actualité qui est passé peut-être en dessous des radars, en tout cas on n'a pas insisté beaucoup, c'est le... Pardon, ce sont les sanctions contre les compagnies militaires israéliennes, ou plutôt l'industrie israélienne. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est 5% du PIB israélien. Ce sont cette industrie-là qui, dans le fond, répond aux politiques qu'on peut tuer, qu'on peut mater les Palestiniens parce qu'on a l'armement pour ça. Il y a eu plusieurs livres à ce sujet-là, j'ai quand même un petit blanc sur ces livres-là, mais je pense que ça pourrait changer, ça pourrait influencer à long terme, à moyen terme les Israéliens parce que l'industrie de l'armement est très très forte en Israël. Donc s'il y a des sanctions contre cette industrie-là, ça pourrait changer les choses parce que je ne pense pas qu'il y ait une fin de la guerre. Netanyahu est un messianiste. Il pense que pour amener le Messie, bah, il faut faire la guerre. Puis de toute façon, il a peur d'aller en prison. Donc c'est sûr, comme je vous l'ai dit, si la guerre s'arrête en Palestine, bah, l'Iran, d'ici à maximum une année, il y aura une guerre contre l'Iran parce qu'ils pensent que le Messie va venir, qu'ils ont une année pour amener le Messie. Sinon, ça sera trop tard. C'est quelque chose qui est dans l'eschatologie juive, assez transparente. Puis vous pouvez lire et écouter plein de vidéos de rabbins à ce sujet-là. Voilà, bonne journée.